Bonjour, je m'appelle Kevin Doguet, je suis analyste niveau 3 au SOC MSSP France de Airbus Protect. Et je vais vous parler aujourd'hui de track des menaces, ou threat hunting en anglais. Et plus concrètement, d'où nous sommes partis à Airbus Protect et quelles méthodes nous employons aujourd'hui pour mener l'activité de threat hunting. Cette présentation est divisée en 3 parties. Une première qui va traiter de la problématique, qui part des constats desquels nous partons, qui nous a amené à notre activité de threat hunting. Et je vais passer par la CTI appliquée au threat hunting, comment la CTI va piloter la threat hunting pour ensuite vous dérouler la méthodologie de threat hunting que nous appliquons au travers d'un cas réel. Quelques mots sur Airbus Protect. Airbus Protect était une filiale de Airbus créée en 2022 qui est représentée en Europe, donc principalement en Espagne, Angleterre, France et Allemagne, composée d'un peu moins de 2000 personnes et divisée en 4 grosses BU, celle qui nous intéresse aujourd'hui et donc celle de cybersécurité. Quelques définitions, parce que je vais utiliser beaucoup de termes, j'essaie d'en introduire quelques-unes ici. Donc on parle de CTI, Cyber Threat Intelligence. On va parler de tout ce qui est notre connaissance, les informations que l'on a sur la menace et l'intelligence que l'on retire. Et pour le mettre en perspective dans des activités de SOC, on peut voir ça, la CTI, comme étant le carburant, là où le SOC est le moteur. Ensuite, deux notions. La notion de threat hunting, auquel on va adosser également la notion de detection engineering. La detection engineering va s'intéresser au présent et au futur. C'est-à-dire que c'est l'art de concevoir des mécanismes d'alerte en vue de détecter et de réagir sur des attaques en cours. L'une des grosses contraintes de cette activité est de limiter au maximum les faux positifs, de sorte que l'on ne traite que le plus important et les menaces réelles qui sont en train de se passer. Le threat hunting est plus une activité tout d'abord orientée sur le passé. C'est-à-dire qu'on va chercher à savoir est-ce qu'il y a des choses qui sont déroulées dans le passé que les outils de sécurité auraient ratées. Et tout le processus que l'on va appliquer pour définir qu'est-ce que nous allons rechercher et qu'est-ce que nous allons faire de cette connaissance par la suite. Côté problématique, en tant que MSSP, nous avons énormément d'informations, que ce soit au niveau de la télémétrie des systèmes d'information que l'on supervise, mais également des informations liées à la menace. Nous avons énormément de flux entrants sur des rapports de menaces, qui soient externes ou internes, liés aux activités que nous avons et les incidents que l'on traite, que ce soit aussi bien au niveau du SOC qu'en réponse à incidents. Mais également des flux classiques tels que des blogs, des rapports publiés, etc. Et l'enjeu que l'on avait, c'était de se dire comment, sur la masse d'informations que nous avons, nous pouvons extraire celle qui nous importe le plus et qui va être notre priorité à rechercher et qui concerne nos clients sur les SI que nous supervisons. Pour ça, on a divisé la problématique en deux. D'un côté, on va retrouver tout ce qui est lié à la CTI. Son travail va être de digérer toutes ces informations et d'en extraire l'essence, c'est-à-dire les menaces que nous souhaitons investiguer en priorité, les use cases. Dans le cadre du threat hunting, on va surtout s'intéresser au TTP, tactique, technique et procédure. Et de l'autre, l'activité même de threat hunting qui va s'intéresser au comment. Comment nous pouvons détecter telle menace au regard des informations dont nous disposons. À Airbus Protect, on a fait le choix de partir d'une méthodologie existante qui s'appelle TAITI, qui a été développée par les organismes, des institutions financières néerlandaises et qui propose justement une méthodologie qui vise à lier CTI et threat hunting, d'avoir une threat hunting pilotée par les menaces. Nous avons dérivé ce processus pour répondre à un besoin qui était que nous voulions le décliner par use case, à savoir comment nous traitons le sujet TTP par TTP. Ce qui nous a mené à diviser le processus en 5 parties. Je les présenterai très rapidement, on en reviendra dessus un peu plus loin.
Les phases 0 et 1 sont très liées à la threat intelligence, c'est-à-dire qu'on va collecter tout un ensemble d'informations, les analyser et en créer des potentiels use cases qui méritent l'intérêt et de creuser pour savoir est-ce que nos clients sont concernés et comment nous pouvons les détecter. La deuxième phase, qui est toute la phase de hunting, va prendre cette information et la transformer en élément technique. Qu'est-ce qu'on peut extraire de cette information-là? Est-ce que nous pouvons trouver ça dans la télémétrie? Si oui, comment? Ça va être tout un jeu d'hypothèses que l'on va vérifier, aussi bien d'abord par la documentation technique, par la conception, la récupération de télémétrie et leur analyse, comment déclencher le cas, et puis après on va le jouer en production pour savoir est-ce que cela correspondait à ce que nous recherchions et y a-t-il vraiment quelque chose qui se passe. Et enfin, la partie finalisée qui se concentre sur tout ce qui est capitalisation de cette connaissance-là, comment nous pourrons la réutiliser par la suite, que ce soit sur les SI existants, mais aussi les SI qui sont supervisés dans le futur. Donc on va parler un peu de CTI appliqué au threat hunting. Le processus du CTI, donc, comme je disais, consiste à collecter tout un ensemble d'informations qu'il faut transformer en une donnée standardisée. Donc le choix qui est ici est le format STIX, qui est devenu un peu un standard de fait dans tout ce qui est la description des menaces cyber et qui vont être intégrés et qui pourront s'interfacer à tout un ensemble de systèmes qui savent consommer ces informations. Ensuite, ces informations vont être enrichies en vue d'être disséminées à différentes entités ou systèmes. Elles vont aussi bien assister lors d'investigations, qu'elles soient au niveau du SOC ou en réponse à incident, mais également c'est une activité qui peut être proactive, qui va disséminer de l'information aussi bien auprès des RSSI, auprès des SOC, auprès d'autres des systèmes tels que des SOR quand on veut diffuser des IOC, mais qui vont diffuser donc toute cette connaissance, cette synthèse de la connaissance à différentes entités. Les principaux défis est que les informations sources sont totalement hétérogènes. Il n'y a aucune standardisation. On trouve aussi bien du bloc, comme je disais, que du JSON, des PDF, et j'en passe. Et le volume de ces informations est colossal. Et pour traiter manuellement ces informations, certains rapports peuvent nécessiter plusieurs heures d'un analyse CTI, ce qui fait qu'on commence à avoir un décalage entre ce que l'on souhaite investiguer et le temps d'ingérer cette connaissance et d'en tirer l'essence. Le deuxième défi, c'est que souvent les outils sont compatibles aussi bien pour ingérer les données que pour les disséminer. Côté CTI, donc la plateforme on a décidé de la baser en système cœur, donc celui qui contient toute la base de connaissances sur OpenCTI, donc logiciel open source, sur lequel on a adossé deux modules que je vais vous présenter juste après, à savoir Niffler et Sherlock. Et donc on retrouve ici ce que je vous présentais avant, à votre gauche, toutes les informations entrantes et en sortie, la dissémination d'informations. Comme je disais, on peut disséminer des IOC, dans notre cas, sur des sorts qui vont après être déployer ces IOC sur des capteurs. Et les TTP, ce qui va nous intéresser, c'est d'alimenter la threat hunting. Et donc pour assister à l'analyse CTI dans son activité, le premier module est Niffler qui va aider l'analyste à ingérer les informations. Donc c'est un module développé au sein d'Airbus qui se base sur un LLM couplé à de l'algorithmie beaucoup plus déterministe qui vise à extraire les informations et les transformer en entités STIX qui vont être intégrées dans OpenCTI, de sorte que l'analyste n'a plus qu'une phase de vérification des informations qui ont été remontées, de la correction si nécessaire, et puis avant de la pousser et de la mettre à disposition de tout le monde. Ce qui permet de gagner donc quelques heures dans certains cas. Le deuxième, Sherlock, est plus orienté sur la partie enrichissement, donc qui va s'intéresser à j'ai un rapport avec tout un ensemble de servables, admettons une IP, comment je peux savoir les domaines qui ont cette IP-là? Et donc, Sherlock va utiliser des connecteurs pour récupérer ces informations-là et avoir les observables dits connexes. Sherlock, en fait, peut être vu comme un métaconnecteur qui propose un data model et qui va s'interfacer à tout un ensemble de services web pour récupérer les informations. Et sa deuxième fonctionnalité
et que l'on peut configurer quels observables nous voulons enrichir, que ce soit l'intégralité des observables, seulement quelques-uns, sur la base de tags, etc. De sorte que l'on maîtrise l'information qui sort pour l'enrichissement. Et donc ces deux modules viennent assister les analystes CTI dans leur travail et donc qu'ils puissent se concentrer sur extraire les informations qui nous importent, à savoir des TTP dans le cadre de la threat hunting. Je vais vous parler maintenant un peu de threat hunting. Je vais utiliser un cas concret assez récent et on va dérouler les différentes phases. Il faut savoir qu'en pratique, toutes les phases de 2 à 4, donc tout ce qui est à partir de l'analyse jusqu'à leur implémentation, il y a énormément d'allers-retours. Ce n'est pas un processus linéaire, c'est des allers-retours quasiment à la minute, suivant ce qui se passe. Mais pour la clarté de l'exposé, on va les dérouler dans l'ordre, en évitant que toutes les hypothèses étaient bonnes dès le début. Un peu de contexte et quels sont les défis que nous avons côté threat hunting. Donc, en tant que MSSP, on a énormément de technologies. On ne peut pas se concentrer sur un seul EDR, un seul CIEM. On a multiples EDR, multiples CIEM et on a besoin de chercher dans toutes ces technologies. Ensuite, Airbus Protect est une société internationale et donc l'équipe est répartie entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre principalement, qui fait qu'on a besoin d'une approche quand même assez structurée, de sorte que tout marche dans l'ordre. Et enfin, on retrouve au sein des analystes beaucoup de profils curieux qui aiment penser out of the box et donc il faut trouver un mécanisme qui ne bride pas la créativité et qui ne les enferme pas dans des processus trop complexes et lourds. Et en termes de cahier des charges, donc je l'avais déjà un peu évoqué, je rajouterais qu'on a besoin de partager l'information en interne, donc on a besoin d'une gestion complète de cas d'usage, qui est en train de le traiter, quels cas d'usage nous avons dans le backlog, avec quelle priorité, comment on les affecte. Et pour cela, on a choisi une organisation qui tourne autour du logiciel de gestion de projet que nous avons en interne, Jira. Et n'importe quelle analyse peut créer des use cases potentiels liés à son analyse de la menace avec une priorité. Et les threat hunters s'affectent eux-mêmes les use cases à investiguer pour savoir est-ce que cela mérite d'aller plus loin. Et toute cette activité est quand même cadrée par un board qui va valider, vérifier que les priorités sont correctes, je dirais, et puis gérer toute la partie communication une fois que les use cases sont déroulés. Je vous ai parlé donc tout à l'heure de processus, donc je le répète ici, on va s'intéresser des phases 2 à 4, donc comment on déroule un use case. Tout d'abord, identifions un premier use case. Il y a 15 jours à peu près, Trend Micro, alors l'exemple n'est pas sponsorisé par le stand, hein, c'était choisi avant, a publié un rapport qui explique que plusieurs groupes d'attaquants depuis plusieurs années ont exploité une faiblesse, je dirais, dans les raccourcis Windows. Pourquoi ce cas-là nous intéressait? Plusieurs mots-clés intéressants, plusieurs groupes d'attaquants depuis plusieurs années, un environnement de Windows, des raccourcis Windows utilisés par ça coche énormément de cases, qui fait que tous nos clients globalement sont concernés par est-ce qu'ils sont impactés ou est-ce que cette exploitation a été utilisée par le passé. Donc ça a fait l'objet de la création d'un cas d'usage avec une priorité haute pour le coup. Et un threat hunter se l'a affecté. La première activité, c'est de décortiquer les informations qui en ressortent. Alors, elles ont été quand même dégrossies au sein du cas d'usage, mais le threat hunter va s'interroger sur quels éléments techniques je peux exploiter que je pourrais retrouver dans ma télémétrie. Alors, il se trouve qu'ici, la technique consistait à mettre plein d'espace dans la commande cible du raccourci. Alors, espace, tabulation, retour à la ligne, tout ce qui est blanc finalement. Dans la commande. Donc, une hypothèse, ce serait de se dire, est-ce qu'on retrouve ces espaces dans les commandes lancées suite à l'exécution de ce raccourci? On va aussi également regarder les documentations officielles. Par exemple, les raccourcis. Il y a une documentation officielle avec Microsoft qui décrit le format des LNK, à quoi ressemble la header, comment ils sont construits. Donc, à partir de cette hypothèse, on va se poser deux questions. La première, est-ce qu'on retrouve, ce que je disais, ces traces de padding, donc d'espace dans la télémétrie que nous collectons? Et le deuxième,
si on le retrouve, est-ce que ça peut arriver couramment sans qu'il y ait une attaque en cours? Et pour ça, on va commencer à conceptualiser des requêtes sur les différentes technos que l'on a, et on passe par un environnement de lab pour dégrossir le sujet. Cet environnement de lab, que nous avons appelé en interne Indigo Labs, est un développement interne qui s'appuie sur un ensemble, c'est une infrastructure qui est pilotée via Terraform et Ansible. Donc Terraform pour tout ce qui est le déploiement des ressources, Ansible pour leur configuration. Et chaque threat hunter a accès à cette infrastructure et on a fait en sorte qu'elle soit modulaire, de sorte qu'il ne déploie que ce dont il a besoin et chacun peut le déployer en même temps, ça ne pose pas de problème. On peut créer, chaque service étant un module, on peut lancer un module qui est par exemple une VM Windows avec un Windows Defender et puis une fois que l'activité est terminée, de tuer cette VM et d'en reconstruire d'autres. Dans d'autres cas, donc on recherchait sur la télémétrie Windows, enfin des EDR, est-ce qu'on trouve ces fameux paddings? On va uniquement déployer donc, la partie infrastructure qui est toujours là, mais quelques VM qui vont inclure les agents EDR que l'on va pouvoir tester. Et à partir de là, on va essayer de reproduire le cas. Il se trouve que le rapport de Strand Micro est bien fait puisqu'il donne tout un ensemble d'échantillons qui représentent la menace. Et donc, on a pu récupérer certains de ces échantillons, on veut les jouer, qui ont été joués sur les différentes technologies. Et une fois qu'on récupère ces informations, on va commencer à regarder. À quel moment je l'ai exécuté, est-ce que je le retrouve? On va commencer à chercher des espaces et ce genre de choses. Alors il se trouve qu'effectivement, on retrouve dans la plupart des télémétries les espaces qui correspondent à l'exécution de ces liens symboliques, de ces liens, de raccourcis Windows. La petite anecdote est que dans les consoles, on ne le voit pas directement. Parce qu'il se trouve que la plupart des consoles sont des consoles web et ils font ce qu'on appelle du wrapping. Dès que vous avez 3, 4, 5 espaces, hop, ça en devient un seul. Et donc, à l'œil nu, vous ne pouvez pas voir qu'il y a des espaces dans les commandes en trop, qui est justement la méthodologie de l'attaque. Toujours est-il que la requête marche parce que quand on l'exécute, ça ne retourne que les vrais positifs que nous avons déroulés en lab et que nous avons pu préparer. Maintenant, le jeu va être de le jouer en production. On va exécuter cette requête en production. Il se trouve que la première fois, on n'a pas été assez précis. On découvre que parfois Word enregistre des fichiers avec énormément d'espace. Parce que quand vous avez un document qui commence par votre nom et l'adresse à droite, il enregistre tous les espaces au milieu. Que des scripts peuvent être exécutés en mode inline, mais avec des retours à la ligne et plein d'espace parce qu'ils sont indentés. Et donc vous retrouvez ces commandes-là. Et puis en creusant, vous découvrez que lorsque vous lancez un raccourci, c'est un certain formalisme. Vous trouvez des guillemets autour du binaire, et puis l'espace, et puis la commande. Et en jouant comme ça, on arrive à restreindre ce que nous recherchons, la menace, tout en limitant les faux positifs dans la mesure du possible. Et on va faire des allers-retours comme ça. Dans le cas présent, testé sur plusieurs dizaines de milliers de postes et 5 ou 6 technos, on n'a pas eu de vrais positifs liés à cette menace. Et on arrive à un stade où il faut se poser la question, est-ce que ce que j'ai mené jusqu'ici, donc ici c'est un cas très simple, est-ce que c'est uniquement une requête de threat hunting que je vais pouvoir utiliser en investigation? C'est-à-dire qu'on va trouver un certain nombre d'informations qu'il faut dégrossir par la suite, parce qu'on ne sait pas trop encore ce que l'on cherche. Ou au contraire, est-ce que j'ai une opportunité de règle de détection? La qualité du résultat est suffisamment précis pour dire il se passe quelque chose si jamais ça trigger. Et dans ce cas-là, on se dit que ça peut devenir règle de détection. À ce stade, donc, on a déroulé l'ensemble du processus. J'ai oublié de le préciser. Lors de la conceptualisation, il nous arrive de détecter des choses qui ne vont pas. Et à ce moment-là, on sort du process du développement d'un use case. Il est évident qu'immédiatement, les incidents auprès des clients concernés sont déclenchés de sorte que les investigations puissent se lancer, les remédiations effectuées. Mais le but, c'est également de pouvoir rejouer ces techniques-là plus tard et de capitaliser sur l'énergie qui a été investie pour les construire. Pour documenter et livrer tout ça, on a fait le choix assez simple de stocker toutes les informations dans un projet Git qui sont déclinées par tactique, use case et ensemble de règles par techno, et de formaliser la connaissance sur le use case au sein d'un document au format YAML avec un schéma que l'on a choisi en interne
qui vise à récupérer toutes ces informations, à savoir d'où ça vient, pourquoi on a travaillé sur ce use case, quel pivot, quelle qualification il faut effectuer si jamais ça sonne, si c'est du threat hunting, qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre si jamais on trouve des informations intéressantes. Et puis, tout en bas, on va trouver les différentes règles. Ce que je ne l'ai pas évoqué ici, un use case peut être composé de plusieurs règles. Ici, c'était très simple, il n'y en avait qu'une, mais il nous arrive d'avoir des use cases où pour y répondre, c'est 4, 5, 6 règles. Et donc, on formalise use case en un document et on décrit chaque règle et leur portée. Comme je vous disais, ce que l'on a vu là, c'était des règles plutôt orientées détection. On va afficher en recommande, en déploiement, que ce soit de la détection ou bien de la threat hunting. Et sur quelle techno, bien sûr, on a pu dérouler ces use cases. Il arrive que pour certains use cases, on peut les dérouler sur 3-4 technos, et puis il y a une techno, on n'a pas la télémétrie. Impossible de récupérer l'information. Dans ce cas-là, on est obligé d'indiquer, désolé, on peut pas le jouer sur ce système-là. C'est ce que je racontais réécrit ici. Oui, j'ai oublié de dire. Pourquoi le YAML, ça nous permet de jouer toute la partie CI/CD. C'est assez simple à travailler avec de manière scriptée. Et donc on a une CI/CD qui va valider le schéma de sorte qu'on a toujours le même formalisme, quelle que soit la personne qui développe le use case. Et on va également, cette CI/CD va mettre en forme toutes ces informations au sein du wiki de sorte que les analystes ou d'autres personnes puissent consulter les use cases d'une format un peu plus sympa que la YAML. Et le dernier point en termes de cycle de développement, même si les use cases sont disponibles dès qu'ils sont publiés, on a un mécanisme par release qui permet de gérer la communication, où on fixe une temporalité fixe, où on va faire un screenshot et indiquer voici toutes les nouveautés, les changements qu'il y a eu depuis la dernière release. Ce qui permet d'avoir des jalons de communication vers l'extérieur. Et ainsi, à ce moment-là, on rédige un support de communication qui explique voici les derniers use cases que l'on a travaillé. Voici concrètement quelques détails sur les use cases les plus intéressants que nous avons vus, parce qu'il faut savoir que ces supports de communication peuvent aller à d'autres personnes que les analystes. Et il est légitime que les clients se demandent mais qu'est-ce que vous cherchez sur mon système supervisé ? Et donc, on lui fournit l'ensemble de ces informations de manière transparente. Et enfin, côté wiki, je vous ai parlé de la mise en forme du document, mais on retrouve tout un ensemble de stats pour savoir où est-ce que nous en sommes, quelles tactiques MITRE nous couvrons, quels sont les use cases par technologie, etc. On a différents angles de vue sur ce qui est produit. En conclusion, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, on a fait le choix parce qu'il fait. Ce qui ne manque pas, c'est la quantité d'informations. La difficulté, c'est de prioriser et de sélectionner les bonnes. Donc, dans le cas du threat hunting, plutôt de partir de tout azimut, on a choisi d'être piloté par les menaces et donc par la CTI. Ensuite, on a choisi quand même un processus assez flexible, de sorte que ça n'abrite pas la créativité des threat hunters, qui ne sont pas enfermés dans un processus, mais plutôt qui proposent des solutions. Et après, on gère les aspects communication et intégration. Le deuxième point est que le dispositif est quand même très orienté autour des humains et de leurs compétences. Dans ce que je vous ai présenté, il n'y a pas une seule technologie qui nous permet de répondre à tout pour faire du threat hunting. On utilise différentes technos qui viennent assister les analystes, qu'ils soient CTI ou threat hunter, dans l'objectif de pouvoir mener l'activité de threat hunting. Et enfin, pour la suite, on pense que l'optimisation de ce processus est de se concentrer sur l'ajout d'automatisation et d'industrialisation de par les outils qu'on utilise, leur interconnexion entre eux, de sorte que les threat hunters puissent se concentrer sur leur cœur de métier, qui est de savoir traquer les menaces et ne pas se préoccuper de tout ce qui est infrastructure, quel use case doit dérouler, bref, qu'ils soient alimentés et qu'ils soient supportés pour pouvoir se concentrer sur la recherche et la détection de menaces non détectées auparavant. J'en ai fini. Vous retrouverez 2 articles de blog qui ont été publiés, il me semble, l'année dernière, sur le blog d'Airbus Protect, qui déroule un peu la genèse de ce processus-là
et comment nous l'avons appliqué. Alors si vous le lisez attentivement, vous verrez qu'il y a des différences avec ce que je vous ai présenté aujourd'hui. C'est normal, ça évolue. Et dans un an, ça aura certainement changé pour répondre à nos besoins et continuer d'optimiser. J'ai terminé. Je suis disponible pour vos questions. Et puis pour ceux qui sont un peu plus timides, vous pourrez nous retrouver sur le stand A7. Je suis présent ainsi que mes collègues jusqu'à jeudi. Et donc on pourra répondre à toutes vos questions. Voilà, merci beaucoup Monsieur Doguet. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre.